Les amis, aujourd'hui, je vais peut-être vous décevoir. Ouais, et ça brise mon tout petit cœur. Pourquoi ça? Parce que j'ai commencé une série il y a peu de temps qui s'appelait je dois vendre, je sais même plus comment je l'ai appelé, enfin bref, ça va s'afficher là. Peu importe, le truc c'est que cette série, je ne vais pas pouvoir la poursuivre. Et non, et c'est pas parce que j'en ai pas envie, enfin si maintenant j'en ai plus vraiment envie, mais pour une raison très particulière, parce que finalement je vous ai écouté, parce que il y a certaines choses que je n'avais pas mesurées en la proposant. L'idée générale, l'idée première de cette vidéo, c'est bien de proposer, voilà, des choix et de vous proposer de choisir pour moi ce que je devrais vendre ou pas. Parce que finalement j'ai beaucoup de jeux ici, il faut que j'en vende parce que finalement à force de garder, j'accumule et voilà, bon ça c'est y a pas que les jeux, ça concerne pas que les jeux de société, ça concerne beaucoup de choses. Mais voilà, en tout cas ici l'idée c'était de faire ça. Le truc c'est que plusieurs d'entre vous m'avaient remonté que parfois les choix manquaient de pertinence et c'est vrai. Parce que c'est vrai que prendre deux jeux au hasard qui n'ont aucun lien, eh bien c'est difficile de quantifier ça quand on a un jeu avec des extensions, un jeu à campagne face à un petit jeu. C'est vrai que la pertinence du choix pose question. Mais il y a eu ça, et il y a eu une deuxième raison, c'est que certains petits malins parmi vous s'amusaient à voter dans le sens où vous vouliez racheter certains jeux derrière. Et finalement, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à comment est-ce que j'allais faire, sauf que ça sous-entendait qu'il y a certains jeux que je n'allais pas proposer dans les choix. Par exemple, j'ai un Sleeping Gods qui n'est plus édité. Voilà, je me dis que si je le mets, il y en a pas mal qui vont vouloir voter contre Sleeping Gods pour pouvoir ensuite le racheter. Bref, du coup, ça crée une sorte de non-sens autour de la démarche. Ce qui fait que j'ai décidé de refaire autrement. Donc, et puis en plus de ça, si, il y a une troisième raison, c'est que je vais devoir vendre rapidement. Et finalement, quelqu'un m'avait remarqué en commentaire, me disait mais ça va durer en fait des semaines et des semaines ton truc. Et c'est clair, ça va durer des semaines et des semaines à cette allure-là. Donc ça va pas le faire parce qu'il faut vraiment que je fasse de la place, donc je vais en faire rapidement. Je m'arrête là-dessus parce que ça dure trop longtemps. Donc là, l'idée quelle est-elle? Eh bien, c'est que je vais reprendre un concept que certains autres créateurs de contenu ont pris, qui ont utilisé donc PubMeeple, qui est un logiciel sur lequel, qui est bien fichu, sur lequel vous allez pouvoir intégrer toute votre ludothèque et devoir voter contre deux jeux qui vont apparaître, et donc ça va être créer un classement à la fin. Donc il y a certains jeux qui vont revenir pour se positionner voilà, dans un classement, et c'est un truc qui finalement assez sympathique à faire je trouve. Moi je l'avais vu chez plusieurs personnes, notamment chez Alice de Jaco pose des ouvriers, la chaîne Jaco pose des ouvriers, j'en profite pour faire un coucou, parce que c'est l'une des rares, je suis pas énormément de chaînes sur YouTube, mais c'est l'une des rares que je suis, parce que je trouve qu'elle a un avis qui est très pertinent, elle a une vraie connaissance du monde du jeu, elle est jury elle fait partie du jury du Diamant d'Or, du concours du Diamant d'Or, là, qui a décerné sa palme, si je puis dire, son Diamant d'Or, du coup, à Darwin's Journey. Et donc c'est une chaîne que je suis parce que quand elle va en festival, elle fait des retours qui sont très pertinents sur plein de jeux et sur plusieurs catégories de jeux, parce que c'est vrai qu'elle est axée aussi sur les gros jeux, sur les Eurogames, sur les trucs un peu plus fat, mais aussi elle a des avis très pertinents sur les plus petits jeux, et donc voilà, je vous invite, je vais mettre un lien pour si vous voulez aller la voir, je vous invite fortement à aller consulter et à aller l'écouter, parce qu'elle est vraiment très intéressante. Et voilà, donc elle a une vraie culture du jeu, et moi ça me plaît. Salut Alice. Donc, je m'arrête là pour ça, et on commence maintenant à classer ma ludothèque. Donc ça va être très rapide, on va faire des petits comptes rendus très simples, parce qu'il faut que ça soit quand même cadencé. Et voilà, cette intro est beaucoup trop longue, et on commence maintenant. Mais avant de démarrer, bien évidemment, comme d'habitude, un pouce bleu et on s'abonne à la chaîne, et voilà, c'est tout, je vais faire très court aujourd'hui. On démarre maintenant. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors on a une comparaison entre Superfly et This War of Mine. Alors Superfly c'est un jeu de chez Loki, un jeu dans lequel vous allez jouer avec des tapettes à mouches, et à l'intérieur il y a des dés. En gros vous avez des cartes, vous allez devoir révéler des cartes, créer des séries, soit des séries de cartes croissantes ou décroissantes, soit des séries de cartes de même couleur, soit des séries de cartes de même chiffre. Sauf qu'en fait chaque joueur va devoir au bout de 3, façon Shifumi, taper avec sa tapette à mouche sur la carte qu'il souhaite avoir, et en fait dedans un dé va tourner, et si jamais il y a plusieurs joueurs qui tapent sur la même carte, et
bien c'est le dé le plus fort qui l'emporte. Voilà. Et alors This War of Mine, les joueurs solo connaîtront très bien ce jeu-là. C'est un jeu qui est une adaptation du jeu vidéo d'11 bits, qui est donc un jeu de survie en pleine guerre civile, et vous allez devoir donc gérer votre abri de fortune, donc il va falloir déblayer des choses, voilà, construire des trucs de manière vraiment de bric et de brac, quoi, enfin, vraiment un truc, vous allez ramasser des ressources, construire des petits pièges pour manger des rats, ce genre de choses là, non, vraiment pas très cool. Et à côté de ça, vous allez faire de l'exploration, alors un peu risquée, parce que parfois vous allez rencontrer d'autres survivants qui sont amicaux, d'autres qui ne le sont beaucoup moins, et l'idée ça va être donc de ramasser tout ce que vous pouvez, façon un peu hasard, stop ou encore. Voilà, donc c'est un jeu qui est très long par contre, donc faut le savoir, mais clairement entre les deux ce sera This War of Mine. Alors je sais que du coup là par exemple le fait de comparer un jeu enfant avec This War of Mine, ça correspond pas à grand chose. Ce sera, à chaque fois que je choisirai, ce sera vraiment vis-à-vis du feeling. Il y a des jeux enfants que j'ai trouvé absolument géniaux, donc ce sera vraiment par rapport ce sera pas un jeu face à l'autre, mais vraiment un ressenti face à un autre. Donc j'ai largement préféré This War of Mine. Superfly c'est un peu compliqué à sortir, faut être 3 joueurs minimum, donc moi mon petit il est trop petit pour ça, et en plus de ça, bon, jeu sympathique, mais voilà, ça n'a pas non plus un truc qui va vous transcender. Alors This War of Mine, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très cool. On continue, on a The Age Downfall face à Trudvang Legends. Donc là, on est sur du gros jeu de figurines. The Age Downfall, j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu que qui traîne chez moi, et je n'ai jamais réussi à le vendre. C'est une très grosse boîte. C'est du jeu d'affrontement, donc avec une idée de placement. On est entre du wargame et du jeu de figues, dans lequel vous allez devoir, stratégiquement tenter d'éliminer vos adversaires. Mais vous avez un mode campagne aussi qui vous permet de jouer ça au fur et à mesure avec différents scénarios, des choses qui sont plus ou moins imposées, une campagne legacy, voilà. Et vous allez jouer aussi autour de ça avec des cartes. Bref, ça fait un bail que j'y ai pas joué. Moi, c'est pas un jeu qui m'avait convaincu parce que je l'avais trouvé vraiment complexe à prendre en main. J'avais trouvé qu'il y avait la boîte était vraiment gigantesque, énormément de matos pour un jeu qui est vraiment un jeu de niche, je trouve. Et clairement, j'ai plus le public pour ça. J'avais acheté ça sur un coup de tête, c'est une grosse connerie, très clairement. Et voilà. Concernant Trudvang Legends, donc s'il est ressorti chez Cool Minis or Not il y a peu, j'en avais fait une vidéo chez Entrejeux Studio. Et c'est un jeu en campagne, donc sur un univers scandinave, mythologie scandinave, dans lequel vous allez devoir réaliser, c'est un jeu en campagne, plusieurs choses, vous allez progresser. Il y a quelques originalités autour de ce jeu, c'est qu'au départ vous avez un certain nombre d'actions qui sont débloquées, mais au fur et à mesure vous allez en débloquer d'autres que vous allez glisser dans un plateau avec des sleeves, et l'idée c'est que au fur et à mesure que vous allez avancer dans la campagne, vous allez pouvoir faire de plus en plus de choses, et idem le plateau, vous avez des sleeves dessus qui vont faire évoluer les différents lieux que vous allez pouvoir rencontrer. Vous avez un système de combat avec des runes qui est assez original aussi. Voilà, moi clairement Trudvang Legends a ma préférence sur The Age Downfall, parce que, alors je suis pas allé très loin dans le jeu, c'est ce que je regrette, mais je veux absolument le faire, parce que vraiment le début j'avais trouvé ça vraiment très sympa. Voilà, donc là sans aucun doute Trudvang Legends. Path of Civilization face à Black Angel. Alors Path of Civilization, j'en ai parlé il y a très peu de temps, c'est un jeu de civilisation, mais plutôt initié, dans lequel vous allez devoir choisir un peu ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir acheter des cartes. À chaque tour, vous allez devoir acheter une carte pour pouvoir étoffer vos panels d'action. Vous allez pouvoir récupérer des cubes des cubes gris qui sont des bâtisseurs, des cubes violets qui sont des ambassadeurs pour pouvoir embaucher entre guillemets, élire des nouveaux dirigeants qui auront des pouvoirs spécifiques. Vous allez avoir des cubes pour avancer sur des pistes de philosophie, pour débloquer des bonus, voilà. Et autour de ça, vous avez un système qui va prendre en compte les couleurs majoritaires qu'il y a dans votre jeu en fonction de chaque fin de manche pour pouvoir obtenir des points supplémentaires. Je la fais vraiment très courte, et avec des phases aussi de guerre, donc on pouvait connaître comme dans Seven Wonders, sauf que là c'est un petit peu différent, c'est un système de majorité qu'on connaît plus dans Empire's End notamment. Et voilà, c'est un jeu qui m'a totalement convaincu. Il y avait une petite polémique, enfin pas une petite, il y avait une polémique autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les illustrations. Je reviendrai pas là-dessus ici, je parle vraiment du jeu en lui-même. Le jeu en lui-même est très réussi à mon sens. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien ressortir et qui est très fluide, voilà. Black Angel, je l'ai depuis longtemps, donc c'est un jeu qui n'a pas été très apprécié, enfin qui n'a pas été apprécié par beaucoup de monde, c'est surtout ça. Et c'est un jeu de placement de dés dans un thème spatial, donc encore une fois, si vous me connaissez le thème spatial, tout ça, bref, j'y reviens pas. Mais en gros, vous allez placer donc des dés, vous avez un système qui va faire en sorte qu'il va falloir faire attention, parce que le vaisseau en lui-même est souvent attaqué par, je sais plus quoi, j'ai plus le nom, des ravageurs, je crois que c'est ça, qui viennent attaquer le vaisseau, donc c'est quelque chose qui est commun à tous les joueurs. Par contre, on est bien sur du compétitif, il va falloir aller explorer l'espace, etc. Bref, Black Angel, j'y ai pas joué beaucoup, je crois que j'ai fait qu'une partie complète, mais j'ai pas envie de le revendre parce que vraiment, j'avais trouvé un truc vraiment cool autour de ce jeu-là, vraiment intéressant, je voudrais l'exploiter un peu plus, mais clairement, aujourd'hui, sans aucun doute, ce
sera pas of Civilization qui m'a pleinement convaincu. On continue avec Septima Nemesis, ça va être très vite. Septima c'est mon flop de la deuxième partie de l'année dernière. C'est un jeu qui est magnifique, qui est superbe, qui a un thème très sympathique, mais qui clairement manque de fond de jeu à mon sens. Il est très répétitif, il n'y a pas grand chose, c'est-à-dire qu'au bout du premier round, j'avais même plus envie de poursuivre. C'est très rare lorsque ça m'arrive dans ce genre de choses-là, parce que généralement je suis assez têtu, j'ai vraiment envie d'aller voir un petit peu où va le jeu. Là vraiment j'avais l'impression de faire toujours pareil, donc je vais m'arrêter sur Septima. Nemesis, ça a été pendant longtemps mon top 1 de tous mes jeux. Avant que je découvre tout un tas, vraiment au début quand j'ai commencé à me lancer dans le jeu de société, quand j'ai découvert Nemesis, j'ai trouvé ça assez incroyable parce que vraiment ça reprenait tout ce que j'avais aimé dans les jeux vidéo pour le transposer sur un jeu de plateau, des rôles cachés, enfin c'est pas des rôles cachés, mais des missions cachées, voilà, du semi-coopératif, des aliens, c'est trop cool les aliens, enfin c'est des intrus, voilà, du matos de qualité, des parties vraiment très différentes des unes des autres, c'est difficile et donc quand on s'en sort, eh bien c'est très grisant, bref. Nemesis clairement sans aucun doute face à Septima. Cosmopolite, le dilemme du roi. Alors Cosmopolite, c'est un jeu qui est vraiment très original, moi j'avais trouvé ça vraiment très original, dans lequel vous allez devoir coopérer de telle manière à livrer les bons plats aux bons clients, et l'idée c'est que vous allez jouer en Cosmopolite parce que les différents ingrédients sont dans leur langue d'origine. Et ça c'est très intéressant parce qu'on va jouer beaucoup sur la phonétique. Donc vous avez un joueur qui va être un serveur, un joueur qui va être un maître d'hôtel, et ensuite tout le reste va être en cuisine. Et donc le serveur va prendre la commande, donc il a une tablette, un casque sur les oreilles comme j'ai là, et il va écouter la commande, donc qui va être les choses qui vont être demandées par les clients. Il va devoir les transposer, les transmettre au maître d'hôtel, le maître d'hôtel va transmettre lui-même au serveur. Donc vous avez un jeu de téléphone arabe comme ça. Et les serveurs, enfin pas les serveurs, pardon, les cuistots vont devoir identifier les différents ingrédients qui ont été demandés, hop, les reposer, les donner au maître d'hôtel, le maître d'hôtel le donne au serveur, le serveur donne au client, et on voit si c'est réussi, donc vis-à-vis de l'application. Il y a une application obligatoire, voilà. Vous avez un degré crescendo de difficulté, mais c'est vraiment un jeu très original, moi que je vous conseille à faire si vous voulez vraiment vous marrer autour d'une table, voilà, avec un truc vraiment qui est différent des autres. Je vous invite fortement à le faire. Et le dilemme du roi, c'est l'une de mes plus belles expériences ludiques, tout confondu. Clairement, le dilemme du roi, c'est l'une des plus belles expériences ludiques. Je vais même pas minimiser ça. C'est incroyable. Le dilemme du roi, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner un conseiller de votre duché. Donc c'est pas un conseiller, c'est un diplomate, je sais plus, bref. Vous êtes conseiller du roi et vous représentez votre duché. Donc déjà, à partir de là, on a une notion de JDR assez intéressante parce que vous allez incarner votre duché. Et le jeu est extrêmement simple. Vous allez piocher des cartes qui vont vous poser des dilemmes qui vous sont rapportés souvent par la population de votre royaume, enfin du royaume du roi quoi forcément, mais vous êtes un conseiller, et l'idée c'est qu'il va falloir voter oui ou non, et l'idée donc en votant c'est qu'il va falloir poser de l'influence, vous avez des petits boucliers qui représentent votre influence, donc c'est votre poids grosso modo à côté du roi, et vous allez voter grâce à ça. L'idée, je dis beaucoup l'idée, faut que j'arrête ça, c'est qu'on va faire le tour comme ça, et donc vous allez soit voter oui, soit voter non, soit passer, et si vous passez, ben du coup vous donnez pas votre voix, par contre en échange vous gagnez de l'argent, et l'argent peut être utilisé de différentes manières en fonction de ce que vous allez débloquer. Mais le truc c'est qu'au fur et à mesure que vous allez répondre comme ça, on peut croire que c'est très répétitif, mais vous allez faire évoluer donc la piste centrale du dilemme du roi, qui est une piste qui va représenter plusieurs catégories. Vous avez de la prospérité, vous avez le bien-être du peuple, vous avez les richesses, vous avez je crois que c'est 5 catégories, qui fait beaucoup penser au jeu vidéo Reigns, pour ceux qui ont joué, qui est vraiment un jeu vidéo que je vous conseille. C'est même une appli sur téléphone, ça coûte pas très cher, si vraiment vous voulez tester un truc assez atypique, je vous invite fortement à le faire. Et donc vous allez en même temps, en répondant à ces questions, débloquer différents arcs narratifs, parce qu'il y a un élément principal autour de ça, c'est que chaque joueur, chaque duché a son objectif propre, mais qui est symbolisé par une phrase. Et cette phrase, eh bien, au départ, vous n'allez pas savoir trop ce que ça veut dire. Par exemple, je sais pas,
alors je vais donner un truc qui n'existe pas, je vais l'inventer totalement pour ne pas vous spoiler si jamais vous avez la chance de le faire un jour, mais vous allez avoir une phrase qui va vous dire devenir le plus puissant de l'univers, j'en sais rien, voilà. Sauf que bah ça veut rien dire, il y a des gens qui me disent bah je me suis fait beloter mes chèvres, à quel moment tu vas devenir le plus puissant de l'univers? Eh bah parce qu'au fur et à mesure, c'est induit, il y a des choses qui viennent s'induire, voilà. Et si à un moment donné la mauvaise décision est prise, vous pouvez passer complètement à côté de votre objectif. Bref, j'ai parlé beaucoup trop longtemps du dilemme du roi, donc vous savez, je vais choisir le dilemme du roi. C'est juste génial. Le dilemme du roi, j'attends avec impatience le dilemme de la reine. Voilà, mais bon, Cosmopolite, c'est très bien aussi. Il faut que je fasse plus court, excusez-moi. Perspective Claustrophobia 1643. Perspective, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, un jeu d'enquête bien fichu, des parties courtes, axées sur de l'observation et de la communication, puisqu'on va distribuer des cartes avec des images autour de la table, et l'idée c'est que chaque joueur va devoir décrire ces images afin que les autres puissent faire des recollements par rapport à ce qu'ils ont dans la main, dire ah oui, du coup ça sert à ça, etc., etc. Et avancer, vous avez 4 actes par boîte qui correspondent à une enquête. Chaque acte, vous devez les faire en plus ou moins une demi-heure. Voilà, avec des questions à répondre de manière assez classique. Claustrophobia 1643, c'est un jeu de chez Monolith dans lequel, donc c'est 2 joueurs, dans lequel un joueur va incarner des personnages, voilà, des bons à rien, qui sont soit des taulards, enfin bref, dans une époque, voilà, c'est du médiéval fantastique, qui vont être envoyés dans les enfers pour défoncer ce qui est en train d'émerger, parce que c'est pas très joli, et l'autre joueur va incarner donc les forces des enfers, grosso modo. Et donc vous avez plusieurs scénarios, des scénarios qui vont vous demander de suivre un petit peu un chemin, d'essayer de trouver une sortie pour pouvoir aller plus profondément dans les enfers et essayer d'aller embêter un petit peu tout le monde. Et à côté de ça, eh bien le joueur qui lui incarne les enfers va avoir, en fonction du scénario choisi, une sorte de boss, une sorte de mini-boss qu'il va pouvoir incarner. Et puis il y a des troglos, je sais plus, j'ai perdu le nom. Que vous allez pouvoir envoyer, qui sont des minions, quoi, grosso modo, que vous allez pouvoir envoyer. Il y a un système de combat, de placement de dés à utiliser, bref, qui est très intéressant. C'est un jeu qui est très beau, qui est très réussi, qui était pas cher, qui était pas cher pour ce qu'il proposait, qui a été livré en temps et en heure en KS, voilà. Moi, je choisirais Claustrophobia 1643 parce que je suis un amoureux de ce type de jeu-là, tout en sachant que Perspective, je trouve ça vraiment génial, mais voilà. On continue avec Draftosaurus et The Veil of Eternity. Alors Draftosaurus, c'est un jeu de placement de dinosaures. Ces placements de dinosaures, donc vous allez devoir les placer, vous allez en piocher dans des sacs, vous allez devoir les drafter entre les joueurs, et vous allez devoir les placer dans votre parc, et donc vous avez des restrictions. Vous avez des enclos qui vont vous demander de placer que des identiques, d'autres qui vont placer que des différents, certains qu'il va falloir placer par paire, parce que ce sont des couples, etc., etc. Et au fur et à mesure que vous allez en placer un, vous allez donner votre main au joueur d'à côté. Et le joueur d'à côté va le faire, etc., etc. Et vous faites ça suivant plusieurs manches, et ça marche merveilleusement bien. Moi, c'est un jeu que j'ai fait découvrir à ma fille notamment, et on a empilé les parties dessus, tellement je trouve ça génial. Draftosaurus, c'est vraiment une superbe découverte. The Veil of Eternity, je vais pas être moins dithyrambique là-dessus, c'est sorti fin d'année dernière, c'est un jeu de collection. Enfin, c'est pas un jeu de collection aussi, c'est un peu un jeu de collection de cartes, mais en gros, vous allez piocher des cartes. Enfin, vous allez sélectionner des cartes qui vont être disposées en face de tout le monde, en fonction du nombre de joueurs. Et vous allez sélectionner des cartes, et ces cartes-là, vous allez pouvoir soit les vendre, soit les jouer pour leurs effets, mais vous avez une limite en fonction du nombre de manches de cartes que vous allez pouvoir jouer. L'idée, c'est que vous allez pouvoir scorer suivant différentes manières, soit scorer de manière instantanée avec certains types de cartes, soit tout le long de la partie grâce à des effets de fin de partie. Vous allez pouvoir embêter un peu les autres avec certains types de cartes également qui vont demander aux autres joueurs de les défausser. Vous allez pouvoir récupérer des ressources de manière assez régulière grâce à certains types de cartes également. Enfin bref, vous avez plusieurs stratégies possibles. Voilà, The Veil of Eternity, Draftosaurus. C'est pas simple. Moi personnellement, je vais sélectionner Draftosaurus parce que c'est celui-ci, c'est celui avec lequel j'ai vraiment fait découvrir le jeu de société à ma fille. Et c'est un truc que je ne revendrai jamais. C'est vraiment un truc sur lequel je m'éclate. Veil of Eternity, je le vendrai jamais. Enfin, je pense très certainement de jamais le revendre. Mais j'y joue régulièrement. Mais voilà, là, le choix est difficile pour moi, mais je vais prendre Draftosaurus. Persévérance, Castaway Chronicles, épisode 1 et 2 et Donuts. Alors là, on fait le grand écart. Persévérance, c'est un jeu de chez Mind Clash Games dans lequel vous avez donc pourquoi 2 épisodes, parce que vous avez en grosso modo 2 jeux en un, même si les 2 épisodes prennent 80% des mécaniques, c'est pour ça qu'ils sont tous les 2 dans la même boîte. C'est un jeu sur le thème encore une fois des dinosaures, dans lequel l'épisode 1 notamment, vous allez échouer en fait dans votre bateau de croisière, vous échouez sur une plage et hop, bim, vous arrivez dans un monde où il y a des dinosaures. L'idée c'est qu'il va falloir semi-coopérer à ce moment-là, pour créer des défenses, etc., de telle manière à repousser les dinosaures, sinon ils vont détruire le camp. Mais l'idée, c'est que vous allez faire du placement de dés, et le but, c'est bien du compétitif, parce que vous allez devoir être élu,
le chef de tribu, grosso modo, enfin je sais pas plus ce que c'est le terme, mais peu importe finalement, et ces dés, vous allez rendre, les placer, vous allez pouvoir construire des défenses, vous allez pouvoir, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire d'autre? Vous allez pouvoir récupérer des sortes de ressources, enfin bref, je sais plus exactement. Et l'épisode 2, c'est, vous avez en fait fini de construire votre camp, et maintenant vous allez explorer, et tenter de dresser certains dinosaures, voilà. C'est un jeu qui est gros, qui prend énormément de place sur la table. Moi, c'est un jeu que j'aime bien, mais c'est pas mon préféré de Minecraft. C'est un jeu que j'aime bien, mais j'ai beaucoup de mal à le sortir parce qu'il prend énormément de place. Donuts, rien à voir, petit jeu abstrait dans lequel vous allez devoir tenter d'aligner 5 donuts de votre couleur. Le twist, c'est que lorsque vous réussissez à placer un de vos donuts entre 2 donuts adverses, les 2 donuts adverses sont retournés, et lorsque vous placez un donut, le joueur adverse va devoir suivre la ligne qui est indiquée sur le plateau pour pouvoir placer le sien. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Je jouerai certainement plus à Donuts, mais c'est clairement pas ma cam. Si j'y joue, c'est pour jouer avec mon père. Donc je vais choisir Persévérance, même si j'ai bien du mal à le sortir. Empire Zen et World Wonders, donc ça c'est assez récent tout ça. Donc Empire Zen, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, que je conseille surtout au minimum 3 joueurs. Il y en a certains qui vous diront surtout 4 joueurs, moi 3 joueurs, je trouvais ça très cool. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir un peu minimiser la catastrophe qui vous arrive. C'est-à-dire que vous avez un empire qui est prospère, et au fur et à mesure, il y a des catastrophes qui vont arriver. L'idée, c'est que vous allez faire déplacer un marqueur commun sur un plateau. En le déplaçant sur ce plateau, vous allez arriver à plusieurs phases. Vous avez des phases d'économie qui vous permettront de gagner de l'argent, des ressources en fonction de ce que vous avez disponible dans votre royaume. Vous avez des phases de guerre qui vont, pareil, suivant un système de majorité, vous placer dans un classement de premier, deuxième, troisième, quatrième, en fonction du nombre de symboles, voilà, façon vos Seven Wonders que vous avez devant vous, voilà. Vous allez obtenir des ressources de cette manière-là également. Vous avez des phases de construction, je sais plus exactement comment ça s'appelle, vous allez pouvoir parfois même reconstruire des lieux qui sont détruits, et donc des phases de fléau, qui sont les phases principales du jeu, dans lesquelles chaque joueur va devoir miser. En fait, chacun leur tour sur un système d'enchères, vous avez des ressources qui sont affichées, on vous indique quelle partie de votre royaume va être détruite, donc par exemple la tuile numéro 8, très bien, vous mettez une flamme sur la numéro 8, au départ tout est symétrique, mais au fur et à mesure qu'on avance, les tuiles vont se déplacer, donc ça va pas concerner les mêmes tuiles pour les mêmes joueurs. Et chaque joueur va devoir, à tour de rôle, placer une ressource qui est indiquée sur la fameuse carte s'il le souhaite ou s'il le peut. Donc on fait ça au fur et à mesure, et dès qu'un joueur ne peut pas, eh bien il va subir le fléau, donc il va récupérer par contre l'intégralité des ressources, mais son royaume, la partie de son royaume sera détruite, donc retournée, et il perdra les points de victoire qui seront associés et les actions qui seront associées. Voilà, donc ça c'est un jeu moi que j'avais beaucoup aimé, je trouvais assez original, c'est John D. Clair propose ça, moi j'aime beaucoup ce que propose John D. Clair généralement. Donc voilà, on part sur World Wonders, j'en ai parlé il y a très récemment là, donc je sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo, mais je pense que donc ça va être, en gros je l'ai tourné cette semaine au moment où je fais cette vidéo là, je l'ai sorti cette semaine. World Wonders, c'est un jeu qui vient de sortir chez Super Meeple, Zemendes, donc on connaît pour Brésil, qui est un jeu de polyomino dans lequel vous allez devoir construire des merveilles. Voilà pourquoi World Wonders. L'idée c'est que c'est très simple, c'est à chaque tour, à chaque manche, vous avez un certain nombre d'argent disponible, et si lorsque vous arrivez au bout, eh bien votre manche s'arrête et les autres joueurs continuent de jouer. L'idée c'est que vous allez devoir à chaque tour, vous allez pouvoir acheter des tuiles qui correspondent donc à différents quartiers, donc marché, je crois qu'il y a théâtre, je sais plus exactement. Vous allez devoir placer sur votre propre plateau. Chaque joueur construit en gros son petit royaume. Et vous allez pouvoir construire des routes, vous allez pouvoir construire des tours qui permettent de commencer de nouvelles routes, parce qu'il vous faut des routes pour construire de nouveaux types de quartiers, et aussi vous allez donc pouvoir construire des merveilles en dépensant la totalité de ce qui vous reste d'or, et ces merveilles, en gros, elles ont des conditions pour pouvoir être placées, des conditions d'adjacence, être adjacent à tel et tel type de tuiles, à tel et tel type d'environnement, voilà. Vous les placez, vous obtenez des points, et en plus de ça, vous avez un plateau devant vous avec plusieurs jauges, et ces jauges, en gros, vous allez les faire évoluer au fur et à mesure de ce que vous allez construire. Vous avez une jauge de poterie, une jauge, genre, je sais plus, poterie, ingénierie, nourriture, je sais plus exactement, mais peu importe, il y en a 3. Vous allez le faire évoluer, et vous allez arriver parfois à certains symboles de population qui va faire évoluer une dernière piste, la piste de population. Lorsque la piste de population arrive au bout d'un joueur, la partie s'arrête, mais également, si jamais vous ne l'amenez pas au bout, les 3 dernières cases vous permettront d'obtenir des points de victoire. Voilà, donc je suis pas fan des polyomino, mais celui-ci vraiment m'a plu parce qu'il est facile à sortir, il est assez original. Attention, alors par contre quand j'ai sorti la vidéo, plusieurs personnes m'ont fait remarquer
qu'ils y ont joué à 5 joueurs, qu'à 5 joueurs, on épuise très rapidement les merveilles. Alors, c'est un peu dommage, moi 5 joueurs, j'y ai pas joué. J'ai joué à tout sauf 5 en gros. Et donc du coup, bah ça, oui, c'est un petit peu un truc à prendre en compte apparemment. C'est une chose qui arrive et qui aura un peu la partie un petit peu plus longue. Voilà, donc j'aime beaucoup les deux jeux. Je vais choisir Empire Zen parce que j'aime vraiment sa mécanique originale, mais je ressortirai certainement plus régulièrement World Wonders, ce qui est plus facile à sortir à 2 joueurs. Skijo et Détective Charlie. Alors là, Skijo, est-ce que je dois le présenter? Bon, c'est un jeu de cartes, hein, dans lequel vous allez... Alors, pardon, je souffle, j'ai l'impression d'être méprisant, c'est pas la question, mais c'est que tout le monde le connaît, grosso merdo. Vous allez avoir une grille de cartes et vous allez piocher une carte, vous choisissez, soit vous remplacez une carte de votre grille et vous révélez celle qui est face cachée que vous jetez, soit vous la jetez, vous révélez une carte de votre main, de votre jeu, soit vous prenez une carte de la défausse, et même principe, vous la remplacez par une que vous avez déjà devant vous. L'idée, c'est qu'à la fin, il va falloir compter les points que vous avez, en sachant que si vous faites une colonne de cartes identiques, vous la supprimez, donc le but sera d'avoir le moins de points possible. Détective Charlie, c'est donc pour les enfants bien évidemment, c'est un jeu dans lequel vous allez, donc vous avez, je crois qu'il y a 8 enquêtes à l'intérieur, pour les enfants bien évidemment, hein. Donc vous allez révéler les cartes, vous allez faire un cercle de cartes comme ça, donc ils vont de 1 à 8 je crois, et vous avez le marqueur de Détective Charlie, et vous allez lancer un dé, savoir si vous perdez du temps ou pas, et ensuite vous déplacez le Détective Charlie, vous révélez la carte, et en gros vous avez des personnages qui vont vous parler, qui vont vous donner des indices, alors c'est sur on va parler des crimes, mais... Voilà, on est chez les enfants, hein, donc on parle d'un coup de peinture mis en trop d'un côté, on parle d'un bonbon, d'un dessert qui a été fini, enfin tu vois, ce genre de choses-là. Et voilà, donc clairement, Skijo c'est facile à sortir, mais pour son originalité vis-à-vis de nos enfants, je choisirais Détective Charlie, que j'ai trouvé vraiment très sympathique de faire avec ma fille, et je l'ai conservé pour pouvoir le faire avec mon fils quand il sera un peu plus grand. On continue Chronicles of Crime et Living Forest. Chronicles of Crime, jeu d'enquête de chez Lucky Dog Games, qui s'utilise avec une application. Voilà, vous avez, donc c'est un jeu d'enquête assez classique, si ce n'est que donc vous allez utiliser cette appli qui va vous permettre de voyager d'un endroit à un autre, de poser des questions, etc., de faire de la réalité virtuelle pour pouvoir explorer certains lieux. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus dessus, parce que ça reste un jeu d'enquête finalement assez classique. Living Forest, donc c'est un jeu dans lequel vous avez une notion de deck building, dans lequel vous allez devoir sortir des cartes les unes après les autres, jusqu'à éviter d'avoir 3 cartes noires. Si vous le faites, en gros, vous avez qu'une seule action à faire. Si vous arrêtez avant, vous en aurez 2. Et parmi ces actions, vous allez pouvoir acheter des nouveaux arbres que vous allez placer dans votre grille. L'idée, c'est que si vous réussissez à les placer à certains endroits, vous obtiendrez des bonus, et ces arbres vous permettront d'obtenir des bonus. Vous allez pouvoir acheter des cartes qui sont disponibles dans les rivières, donc vous avez 3 niveaux de cartes. Vous allez pouvoir acheter ces cartes, et vous allez pouvoir faire déplacer également votre petit personnage sur un autre plateau qui va vous permettre d'obtenir des bonus instantanés. L'idée, c'est que le premier joueur qui arrive soit à l'extinction de feu, parce que oui, il y a un incendie qui va se produire, il va falloir éteindre des feux à la fin en fonction des symboles d'eau que vous avez. Le premier qui arrive à avoir, je crois, c'est 12 symboles de feu, qui arrive à avoir les 12 arbres différents, ou qui arrive à avoir, je crois que c'est 12 fleurs de lotus, je crois que c'est une histoire de 12-12-12 à vérifier, le premier qui arrive à ça, gagne la partie. Voilà. Entre les deux, Chronicle of Crime, j'ai pas vraiment adhéré. Living Forest, j'ai trouvé ça sympa, donc je vais choisir Living Forest. Brass Birmingham, Clank in Space, Deck Building Adventure. Alors, d'abord, Brass Birmingham, je tiens à le dire ici, je n'y ai joué exclusivement que sur la version numérique. Je n'ai pas joué sur la version plateau. Alors certains qui m'ont crié au scandale, mais voilà, donc je l'ai quand même mis dedans parce que j'y ai joué. Clank in Space, Clank, donc c'est Clank dans l'espace, là c'est la version anglaise parce que c'est Board Game Geek. Brass Birmingham, est-ce qu'il y a besoin de le présenter? Il a été numéro 1 de Board Game Geek pendant un petit moment, meilleur jeu de l'univers suivant beaucoup de monde. Un jeu dans lequel vous allez devoir, c'est un medley de plein de choses, vous allez devoir construire des différentes entreprises, vous allez devoir vendre ces différentes entreprises pour obtenir des points, vous allez utiliser des cartes qui vont vous permettre de construire soit certains lieux vraiment spécifiques, soit construire certains types d'usines spécifiques dans des lieux dans lesquels vous avez votre réseau, bref. Je m'arrête là-dessus parce que je vais très mal l'expliquer en manière assez rapide, mais bon, je pense que vous savez ce que c'est que Brass Birmingham, ou au moins vous en avez entendu parler. Clank, donc Clank dans l'espace, c'est la version dans l'espace de Clank. C'est un jeu de deck building avec un plateau dans lequel vous allez devoir aller le plus profondément possible dans, là c'est pas un donjon du coup, c'est dans le vaisseau, pour pouvoir aller shipper une sorte de relique qui va vous rapporter le plus de points. Plus vous allez loin, plus ça vous rapportera de points. Et ensuite il va falloir retourner aux capsules de sauvetage pour pouvoir qu'on décompte vos points. Si vous n'y arrivez pas à la fin,
fin, eh bien c'est perdu. Sauf qu'autour de ça, eh bien vous avez une notion de deck building très forte, dans lequel vous allez donc forcément acheter des cartes pour pouvoir les mettre dans votre main, et ces cartes-là, lorsque vous les avez en main et que c'est votre tour, vous allez toutes les jouer pour les différents effets qui sont indiqués. Voilà, vous allez récupérer des ressources, bref, peu importe. Et autour de ça, vous avez une notion de bruit. Si vous faites du clank, donc du bruit, vous allez les mettre dans un sac. Et à la fin lorsque vous allez faire, en révélant les rivières, lorsque vous allez faire apparaître le symbole de l'ennemi, je sais plus comment il s'appelle, de ce jeu de plateau-là, eh bien vous allez devoir piocher dans le sac un certain nombre de cubes, et forcément plus il y a de cubes à vous, plus ça risque d'être compliqué, et lorsque vous sortez des cubes, eh bien vous allez subir des dégâts, et si vous arrivez tout au bout, eh bien vous êtes éliminé, vous avez perdu. Voilà, donc Brass Birmingham, Clank dans l'espace. Je n'ai pas assez utilisé Brass Birmingham en jeu de plateau, enfin je l'ai pas utilisé en jeu de plateau, j'ai utilisé qu'en numérique, mais clairement ce sera plus ma cam Brass Birmingham, même si j'aime beaucoup Clank dans l'espace, mais j'y joue beaucoup moins. Donc Brass Birmingham, Bristol 1350 et Clash of Deck. Alors là, Bristol 1350, c'est un jeu, on est à la limite du party game, jeu d'ambiance, mais c'est quand même un peu plus stratégique que ça. L'idée c'est que il y a la peste à Bristol, il va falloir s'échapper très rapidement. Vous avez 3 chariots, chaque joueur incarne un personnage, voilà, qui sont des personnages donc de l'univers médiéval, et vous êtes dans un chariot. L'idée c'est que vous allez devoir batailler pour pouvoir vous échapper, mais sans pestiférer, parce qu'attention, vous avez des pestiférés. L'idée c'est que vous avez des symptômes, des cartes symptômes avec des valeurs qui vont de 1 à 4, 1 à 4, ouais, et dès qu'un joueur atteint les 6, il devient pestiféré, et donc il va devoir le considérer jusqu'à la fin de la partie comme ayant perdu, sauf s'il arrive à faire en sorte que personne ne s'échappe ou que tout le monde soit pestiféré. Et voilà, donc déjà cette notion-là, moi c'est quelque chose qui m'avait un petit peu dérangé, parce que les cartes elles vont tourner, les cartes symptômes. Sauf que en fait, si un joueur n'est pas très honnête, alors il faut pas jouer avec des tricheurs, hein, je le redis toujours, je le dirai toujours, mais bon, vous pouvez tout à fait vous dire, ouais, moi j'ai pas eu 6 quoi. Alors que vous l'avez eu plusieurs fois, mais c'est tout à fait possible de faire ça. Ou alors de jouer avec quelqu'un qui a moins l'habitude et qui se rend pas forcément compte, bref. Donc voilà, mais c'est très sympathique, c'est bonne ambiance, voilà, bon. Clash of Deck, donc c'est le jeu de... Moi j'ai la version gratuite, les decks d'initiation qui étaient offerts. C'est un jeu d'affrontement. Vous avez 2 ponts, en gros, chaque joueur va s'affronter avec des cartes à poser, etc., des effets, etc. Je vais pas aller plus loin que ça, parce que j'ai joué une fois, c'est vraiment pas mon délire. Donc je vais choisir Bristol 1350, mais sans vraiment non plus l'appuyer très fort, parce que j'ai aimé le sortir, je suis pas certain qu'il ressortira de nouveau. Revive et Pimpon. Alors Revive, donc c'était dans mon top mi-année, je l'en ai parlé dans le top de l'année d'ailleurs. Revive, c'est un jeu dans lequel, donc post-apocalyptique, dans lequel vous allez devoir, grosso modo, reconstruire, repeupler un petit peu le lieu, donc c'est très classique dans ce niveau-là, mais vous avez un plateau qui est généré de manière aléatoire avec des tuiles face cachées, et pour faire très simple, vous avez des cartes que vous allez jouer soit en haut, soit en bas de votre plateau, parce que vous avez des effets en haut et des effets en bas, donc en fonction de là où vous allez jouer, vous allez cacher l'autre moitié de votre carte, et vous avez un plateau sur lequel vous avez des bâtiments que vous allez pouvoir construire qui vont révéler de nouveaux effets, vous avez un plateau avec des systèmes, des machines que vous allez pouvoir activer de manière d'action gratuite en fonction des petits éclairs que vous avez, donc qui vont vous permettre de réaliser quelques combos très intéressants, et vous avez ce grand plateau principal dans lequel vous allez construire vos bâtiments, dans lequel vous allez placer vos meeples pour pouvoir repeupler, voilà ce genre de choses là, et autour de ça, un truc très original je trouve, c'est que vous avez des cartes de conditions de fin de partie qui dépendent des différentes reliques que vous aurez récupérées sur le plateau. Vous avez 3 couleurs de reliques, si vous récupérez la totalité des reliques, bien vous aurez le maximum de points de victoire concernant la condition que vous aurez sélectionnée qui sera affichée sur votre carte. Les joueurs ont des conditions différentes, par contre c'est possible que le joueur d'en face ait une condition différente associée à la même couleur, donc il va vouloir récupérer les reliques et vous serez marron là-dessus. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très intéressant, difficile de résumer Revive, mais voilà, moi c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Pimpon, c'est le jeu que j'ai acheté pour mon fils, donc 3 à 10 ans, c'est un jeu dans lequel vous avez une rivière avec des cartes, avec des tuiles, vous avez 2 rivières avec des tuiles qui correspondent à des voitures, des embouteillages. D'un côté vous avez la caserne de pompiers, de l'autre côté une maison en feu, et l'idée c'est qu'il va falloir lancer un dé, vous avez une couleur, si la couleur correspond à une voiture, vous retournez la voiture, il n'y a plus de voiture, et au fur et à mesure il faut réussir à faire avancer le camion de pompiers jusqu'à éteindre le feu, mais évidemment le dé, sur le dé vous avez des symboles de feu, et donc si la totalité des tuiles sont posées, la maison est brûlée et c'est fini. Voilà, donc ça a un peu rien à voir, mais forcément je vais sélectionner Revive, même si Pimpon, mon fils, j'ai beaucoup plus joué à un Pimpon qu'un Revive par exemple. Mais en termes de richesse de jeu, forcément je vais sélectionner Revive, en termes d'expérience, je trouve ça plus gratifiant Revive qu'un Pimpon. Même si, attention, il faut transposer ça dans les bonnes catégories, mais Pimpon, voilà, c'est un jeu, je vais y jouer 2-3 fois pour faire plaisir à mon fils, mais j'ai pas envie voilà, c'est pas forcément quelque chose que je vais aller chercher. Voilà. Takenoko et Amalfi Renaissance. Alors Takenoko, c'est pareil, beaucoup de monde vous devez probablement connaître.
Takenoko, c'est un jeu où vous avez un panda, vous avez un jardinier, vous allez révéler des tuiles, il y a 3 couleurs de tuiles donc qui correspondent à 3 types différents. L'idée c'est que vous allez devoir réaliser des missions qui vous sont allouées, donc vous avez plusieurs types de missions, vous avez des missions qui correspondent au type de bambou, vous allez faire pousser des bambous, donc un certain nombre de bambous doivent pousser d'une certaine taille pour pouvoir jouer la mission. Ok, ça c'est fait, c'est bon, j'en prends une autre. Le panda va manger des morceaux de bambou, et donc il faut avoir un certain pool de morceaux de bambou pour pouvoir accomplir certaines actions. Et l'autre c'est le jardinier doit être placé d'une certaine manière, je crois. L'autre c'est les différentes tuiles. Voilà, c'est faire un pattern avec les tuiles de couleur, voilà. Donc vous allez devoir réaliser des missions comme ça en déplaçant les pandas et les jardiniers. C'est très simple, ça marche très bien. Amalfi Renaissance, c'est dans mon top de l'année passée. C'est la version, c'est le reboot de Amalfi qui avait été mal reçu. Amalfi Renaissance, donc c'est un jeu, c'est un Eurogame dans lequel vous allez devoir, je vais faire très court, placer des bateaux pour générer des actions, et ces bateaux vont servir de ressources. C'est-à-dire que si vous utilisez un bateau pour avoir de la ressource du vin, vous allez prendre les autres bateaux et les placer dans les cales pour signifier que ce sont des ressources de vin. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez les redescendre pour générer ces ressources et les utiliser pour faire d'autres actions. Donc vous avez un système très intéressant dans lequel vous allez tenter d'optimiser votre utilisation de bateaux de telle manière à toujours avoir des bateaux et pouvoir jouer le plus longtemps possible, parce que oui, lorsque vous ne pouvez plus jouer, vous passez, eh bien l'autre joueur va continuer, et s'il a vraiment optimisé son utilisation de bateau, eh bien, ça risque d'être un petit peu long pour vous. Voilà, mais Amalfi c'est un jeu qui est très beau, qui marche très bien, qui clairement est l'un de mes favoris dans cette catégorie de jeux, donc j'ai sélectionné Amalfi sans aucun doute. Stuffed Fables, donc c'est Histoire de peluche et Voidfall. J'aime beaucoup ces comparaisons qui n'ont absolument rien à voir. Je me permets de prendre juste quelques instants pour vérifier, on est sur 30 minutes, on va falloir qu'on s'arrête quand même. Donc, donc Histoire de peluche, c'est un jeu d'aventure pour jouer avec vos enfants, mais c'est quand même, attention, c'est quand même assez pointu tout de même, dans lequel vous allez jouer des peluches, les peluches d'une petite fille. Donc le premier épisode, le premier scénario, c'est une petite fille qui s'endort, il y a des monstres qui sortent du lit pour lui piquer sa couverture, et donc les peluches qui sont censées protéger la petite fille vont aller dans le monde des monstres du dessous du lit pour aller récupérer la couverture. Et on a un système de jeu où vous allez utiliser un cahier à spirale pour évoluer suivant différents niveaux, et vous allez piocher des dés dans un sac, et chaque couleur de dés a son utilité. Le rouge attaque au corps à corps, le vert attaque à distance, le jaune c'est pour la fouille, vous avez du bleu pour la défense, et vous avez du rose, je crois, rose ou violet, je crois que c'est rose pour le joker. Voilà, et donc c'est très intéressant, c'est très sympathique, un univers très fun, les figurines sont très jolies, parce qu'il y a vraiment cet effet un peu très sympathique des peluches. Voilà, moi c'est un jeu que j'aime bien. Voidfall, c'est le mastodonte donc qui est 3ème, je crois, au Diamant d'Or. C'est ça, c'est Darwin's Nucleum et Voidfall. Voidfall, donc c'est un jeu chez Mindclash, le dernier qui est sorti, qui... Enfin, je sais pas si c'est le dernier, non, je pense qu'il y a eu Septima après. Donc Voidfall, c'est un jeu qui peut s'apparenter à du 4X, mais ce n'est pas que ça, il y a quand même une forte notion Eurogame derrière ça. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner donc un clan, vous allez démarrer une base sur un endroit, donc ce sont des tuiles hexagonales très 4X hein, forcément, et vous allez devoir, suivant plusieurs phases, jouer de plusieurs manières, mais l'idée générale c'est que vous avez un pool de cartes qui est identique entre tous les joueurs, et vous allez sélectionner une carte face cachée. Sur ces cartes vous avez 3 actions, vous en sélectionnez 2, vous réalisez les 2 actions. Parmi ces actions, vous allez pouvoir construire de nouvelles guildes qui sont les manières de récupérer des ressources, faire évoluer vos populations, donc les populations vont multiplier les ressources que vous allez obtenir en fonction des différentes guildes que vous avez justement. Vous allez pouvoir investir dans de nouvelles technologies qui vous aideront dans les combats, qui vous aideront dans la collecte de ressources, dans plein de choses. Vous allez pouvoir évidemment déplacer vos vaisseaux, parce que l'idée c'est que vous allez pouvoir faire la guerre, grosso merdo, mais la guerre en gros elle n'est pas générée par du hasard, elle est vraiment elle est full déterministe d'ailleurs, c'est-à-dire que vous allez savoir si vous allez gagner ou non dès le départ. C'est vraiment une notion de je regarde ce que j'ai, je regarde les armes que j'ai, je regarde les ressources que j'ai, je regarde ce que mon adversaire a, je sais si je gagne ou pas. Voilà, et vous avez une manière de récupérer des ressources, enfin des points en vainquant vos adversaires au combat, en faisant un petit peu d'exploration, et voilà. Je m'arrête, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de Voidfall, qui est un jeu qui est formidable. C'est un jeu formidable, Voidfall, mais c'est diablement dur à sortir, bien évidemment. Il faut du monde qui soit vraiment lancé là-dedans. On parle de 3h30, 4 heures de partie. Si vous êtes avec des nouveaux joueurs, ça peut être plus long. Donc voilà, je vais quand même sélectionner Voidfall, parce que c'est un truc que je trouve génial, c'est un truc qui est superbe, c'est Yann O'Toole qui est aux manettes pour ce qui est des illustrations, j'en ai déjà parlé, je trouve ça absolument fabuleux. L'iconographie est très optimisée de telle manière à ce que vous ne soyez pas
bloqué vis-à-vis de ça, ce qui est vraiment une force majeure de ce jeu, parce que vous avez quand même quelque chose qui est fat avec 3 livrets de règles différents, enfin il y a un compendium dans l'histoire. Mais voilà, par contre j'aime beaucoup Histoire de peluche aussi, mais bon, Voidfall. Et je vais faire le dernier, Wingspan et Méchant Loup. Alors Wingspan, bah c'est pareil, c'est un jeu qui est difficile à présenter, tellement beaucoup de monde le connaît maintenant, mais c'est un jeu dans lequel vous allez avoir des oiseaux à placer sur un plateau, un carnet, voilà. L'idée c'est que vous avez 3 types d'habitats, vous avez la forêt, vous avez les plaines et vous avez les rivières, et chaque ligne va avoir ses propres actions, parce que vous allez pouvoir placer des oiseaux, d'accord, ces oiseaux vont parfois vous offrir des effets immédiats ou des effets quand vous les activerez, et l'idée c'est qu'ensuite vous allez pouvoir aussi utiliser les lieux pour leurs actions. Si vous allez en forêt, vous allez pouvoir récupérer des ressources qui sont dans une mangeoire, donc vous sélectionnez en gros, il y a des vers, il y a des baies, des choses comme ça qui vous permettront de poser d'autres oiseaux. Vous allez pouvoir faire pondre des œufs si vous sélectionnez les plaines, les œufs sont nécessaires pour pouvoir placer plus en plus d'oiseaux, mais également vous apportent des points en fin de partie, et la rivière vous permettra de piocher d'autres cartes, parce que les cartes quand vous les placez, elles vous permettront d'obtenir des points de victoire, mais également d'accomplir certains objectifs que vous aurez dans les mains. Bref, c'est un jeu qui est extrêmement fluide, qui est tout à fait réussi, c'est l'un de mes préférés de ma ludo, parce que je trouve ça vraiment réussi, alors que de prime abord, lorsqu'on voit la boîte, on n'a pas nécessairement envie d'y aller, parce que les piafs, bah, on aime ou on n'aime pas, voilà. Mais clairement, moi c'est un jeu qui m'a convaincu, et qui reste là, j'ai la big box, j'ai la totale, bref, j'adore. Méchant Loup, c'est un jeu, alors ça fait un bail que j'ai pas joué à ça pour les enfants bien évidemment, c'est du Djeco, dans lequel vous allez devoir révéler une carte, si c'est un chasseur dansé, vous allez devoir chanter, voilà, la chanson du Méchant Loup, alors, je l'ai plus. Bref, peu importe. Et au moment où vous arrêtez, hop, vous tombez sur une carte, vous révélez. Si c'est un loup, je crois que vous perdez des points. Si c'est un chasseur, il chasse le loup. Bref, je résume parce que ça fait un bail que j'ai pas joué. C'est pas un jeu qui est, qui va vous extasier, même pour les enfants, c'est pas un truc qui extasie. Donc clairement, on part sur un Wingspan et hop, et on va sauvegarder. Ouh là, il y avait un beau choix. Donc c'était la première partie de ces sélections Pam Meeple. Donc vous verrez au fur et à mesure, il y a plusieurs jeux, il y a des jeux qui reviendront dans cette sélection. On va essayer d'aller un peu plus vite la prochaine fois parce qu'au fur et à mesure les jeux vont revenir, donc ça va être très clair. Là je vous ai pris un peu de temps pour vous en parler, mais voilà, donc si t'as apprécié cette vidéo, laisse-moi un petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne, et dis-moi si t'as des choix que t'aurais fait par rapport à d'autres. Je suis très curieux par rapport à ça, n'hésite pas à me le dire, glisse ça là-dessous. On se retrouve sur la prochaine vidéo, donc ça je préparerai d'autres vidéos pour les distiller au fur et à mesure, et puis voilà, à bientôt les amis.